L'immensité des savanes brûlées par le soleil, au bord des fleuves lents chargés de mémoire, au creux des forêts denses où la lumière tombait en fragments d'or. Des peuples construisaient le monde à leur manière. Ces terres n'étaient pas vides, elles étaient pleines de villes, de routes, de savoir, d'organisation, de beauté que l'on a appris à ne pas voir. Cette vidéo est un voyage dans la mémoire de ces villes que l'on a oubliées, ou plutôt que l'on a choisi d'oublier. Au cœur de cette région, la ville africaine avait sa propre logique. C'est le cas des villes du Soudan nigérien. Le Soudan, qui désigne sous la plume des Arabes, pays des Noirs, Villa des Soudan, s'étendait au sud du Sahara, depuis la mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique. Au nord, la région du Niger moyen parcourt la moitié du sud du désert du Sahara, avant de retourner en direction du sud-est, vers la zone forestière de l'Afrique occidentale. La région a vu naître, dès l'Antiquité, 4e siècle, de puissantes cités commerçantes. Prenons Tombouctou, aux portes du désert sahérien, aux confins de la zone fertile, et à quelques kilomètres du fleuve du Niger. Au nord arrivaient les caravanes du Maroc et d'Algérie, chargées de sel, de Tegaza et de manuscrits précieux. Du sud montaient les bateaux du Niger, porteurs d'or et de bétail. Tombouctou était le point de rencontre. Au XIVe siècle, sous le règne du grand Mansa Moussa, la ville reçut un véritable plan directeur. Au nord, autour de la mosquée Sankoré, se concentraient les savants, 180 écoles coraniques, des milliers d'étudiants venus de tout le continent et au-delà. Plus loin, les marchands, les artisans, des orfèvres, des boulangers, des charpentiers. Chaque métier avait son espace. Chaque espace avait sa fonction. Mais si Tombouctou illustre la logique commerciale de la ville africaine, il faut maintenant descendre d'échelle. Parce que l'organisation interne de ces villes révèle quelque chose de fascinant. Ceci représente une case. Et autour de cette case, d'autres cases comme la case des épouses, des enfants, des réserves ou des espaces de cuisine s'installent. Ceci représente une famille. Ensuite, plusieurs concessions familiales se regroupent autour d'une autre cour. Un espace collectif appartenant à un liage ou à une communauté plus large. Puis, ces groupes formaient des quartiers. Et les quartiers composaient le village entier. Leur organisation suivait souvent une logique dite fractale. La terre. Pour les architectes du Soudan nigérien, la terre n'était pas un matériau de pauvre. Ce n'était pas un pis-aller. Faute de mieux, c'était un choix intelligent. Le jour, ces murs épais absorbaient la chaleur brûlante du soleil. La nuit, ils la restituaient lentement. Et quand les murs vieillissaient, quand la pluie les érodait, on les réinduisait. La communauté entière participait. Le bâtiment vivait, vieillissait, était soigné. Le bois venait compléter la terre pour les poteaux, les linteaux, les toitures légères. Les ouvertures étaient pensées pour capter le vent dominant. Les arbres étaient plantés pour leur ombre et leur fraîcheur. Il existe un bâtiment qui résume à lui seul tout ce que nous venons de décrire. La grande mosquée de Djenné. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge.
cause in the war. Hélas, le préjugé racial si tenace de l'homme blanc l'empêchait alors de reconnaître du génie à l'homme noir. Fin 19e siècle, l'arrivée des Français bouleverse l'urbanisme historique. Les colons privilégient d'autres sites pour leurs impératifs administratifs et technologiques. La conséquence directe fut l'exode rural. Les administrateurs français ne s'installent pas dans les villes existantes. Ou, quand ils le faisaient, ils les transformaient de l'intérieur. Ils introduisent de nouveaux matériaux, le ciment, le fer, le zinc des toitures. Des matériaux importés, coûteux, souvent inadaptés au climat local, mais porteurs de modernité. Ils tracent de nouvelles voies, des avenirs rectilignes, des plans quadrillés. D'un côté, des constructions solides, des administrations, les résidences des colons. De l'autre, des habitations traditionnelles. Il y eut même, dans certains territoires, un style néo-soudanais, une architecture coloniale officielle qui empruntait des éléments de l'architecture locale, des arcs de banco, des créneaux, des contreforts. Mais ces emprunts étaient des appropriations, des références artificielles, vidées de leur logique originelle, mobilisées pour donner la domination coloniale, une apparence de continuité et pour présenter le territoire colonisé comme une extension naturelle de la métropole. C'est l'indépendance. Aujourd'hui, partout dans cette région, on construit en béton. À Cotonou, à Porto-Novo, à Lagos, à Lomé. Des bâtiments poussent à une vitesse remarquable. Des immeubles, des centres commerciaux, des administrations, des logements. Et dans un premier temps, on comprend. La croissance démographique est réelle. La demande de logement est urgente. Le béton est rapide et peu coûteux à produire. Mais il y a un prix caché. Dans des villes où les températures dépassent régulièrement 35 degrés, des bâtiments en béton non isolés se transforment en fours. La climatisation devient indispensable. La climatisation consomme de l'énergie. L'énergie est rare et chère. Et dans beaucoup de quartiers populaires, la climatisation est inaccessible. Les anciens constructeurs savaient tout cela. Ils l'avaient résolu depuis des siècles avec de la terre, du bois et de l'intelligence spatiale. Cette intelligence-là, nous ne l'utilisons plus. Mais le problème va plus loin que le choix des matériaux. Quelle ville voulons-nous construire? C'est la question qui reste au fond de toute cette histoire. Dans l'immensité des savanes brûlées par le soleil, des peuples construisaient le monde à leur manière. Ce monde existe encore.